Le pape Léon XIV tend la main vers le cardinal Alessandro Velli et prononce deux mots. Les clés. Le cardinal ne bouge pas. Derrière lui se dresse une limousine blindée noire dont les modifications de sécurité ont coûté près de 5 millions de dollars. À 6 mètres de là, une religieuse de 79 ans tente de refermer de force la porte latérale tordue d'une vieille camionnette blanche. Lorsque la porte finit par s'enclencher, elle esquisse un petit sourire embarrassé, comme si le bruit venait de sa faute. Quand Velli affirme prudemment que ce véhicule blindé est indispensable à sa propre sécurité, Léon regarde au-delà de lui et pose une question simple. Pourquoi la sécurité de cette femme ne l'était-elle pas ? Cette religieuse, c'est sœur Catherine O'Donnell, une Américaine qui a passé plus de 40 ans à Rome à extraire des femmes de la violence, de l'exploitation et des réseaux de traite. Un travail silencieux, ignoré des couloirs du pouvoir. Mais le cardinal Velli, lui, connaissait son nom. 3 mois plus tôt, la mission de sœur Catherine avait sollicité une aide de 42 000 dollars auprès du Fonds de protection Saint-Michel pour acquérir un véhicule d'occasion plus sûr. La demande avait été rejetée par Velli lui-même au motif que le dossier n'atteignait pas le seuil d'évaluation du risque requis. Léon interroge la religieuse sur l'urgence de sa journée. Elle doit récupérer une femme à l'hôpital avant 18h30 avant que son mari viol ne la retrouve. Son moteur surchauffe, mais en s'arrêtant 2 fois, elle espère y parvenir. Il est 17h47. Entre eux trône la limousine noire, polie au point de refléter les pavés sous leurs pieds. Au rétroviseur de la camionnette délabrée pend un chapelet en bois usé, dont un grain, plus sombre que les autres, semble avoir été remplacé des années auparavant. Face à ce contraste intenable, le pape réclame à nouveau le boîtier électronique. Malgré la peur visible sur le visage du cardinal, Léon confie les clés à un agent de sécurité avec l'ordre strict de consigner la limousine, puis met sa propre voiture et son chauffeur à la disposition de sœur Catherine. Il est 17h55 lorsqu'elle franchit les grilles du Vatican, emportant avec elle son sac de toile et ce mystérieux chapelet au grain sombre. Velli croit alors que le pire instant de la crise vient de passer. Mais avant de rentrer, Léon ordonne à son secrétaire d'exiger chaque facture liée à ce véhicule de 5 millions de dollars, chaque demande d'aide rejetée et l'acte de fondation originel du Fonds Saint-Michel. Les dossiers affluent avant le dîner. Les documents révèlent l'ampleur de la dérive. Le véhicule officiel y est qualifié d'unité pastorale mobile de sécurité, associant blindage et vitres pare-balles à des boiseries en noyer, un compartiment réfrigéré et les armoiries du cardinal brodées sur le cuir. Dans les registres financiers, Léon découvre que ce fonds n'a pas été constitué par de grands mécènes, mais par des milliers de modestes fidèles donnant 10 ou 20 dollars chaque mois. À 21h15, confronté par le souverain pontife sur cette frontière morale, Velli persiste en affirmant n'avoir fait que ce qui était prudent. Pourtant, la véritable faille institutionnelle et humaine demeure enfouie dans la chemise la plus ancienne du dossier. Le Fonds Saint-Michel a été créé 18 ans plus tôt, à la suite de la mort d'une jeune bénévole de 41 ans, Elena Velli, la propre sœur cadette du cardinal. Agrafée au texte fondateur promettant de protéger les ouvriers de l'ombre sur les routes dangereuses, une photographie montre Elena debout près d'une camionnette blanche. À son poignet est enroulé le chapelet de bois portant exactement le même grain sombre. Comment une promesse née du deuil d'une sœur a-t-elle pu se transformer en un instrument d'autopréservation à 5 millions de dollars ? Partie 2. Le lendemain matin, le pape Léon XIV refuse de convoquer à nouveau le cardinal Velli dans le décor feutré des bureaux du Vatican. Il fait un autre choix. Il demande à être conduit directement à la mission de sœur Catherine. Désormais, il sait que le scandale de la limousine à 5 millions de dollars ne constitue pas la contradiction la plus profonde de cette affaire. La contradiction la plus déchirante pendait à la main d'une religieuse, attachée à un simple chapelet de bois. À son arrivée, Léon trouve sœur Catherine dans la cuisine. Elle est en train de couper du pain en tranches d'épaisseurs inégales. Autour de la table, 3 femmes sont assises en silence. Ici, personne n'est présenté par son nom de famille. Personne ne réclame de photographie protocolaire. Léon prend place sur une chaise ordinaire. Catherine le regarde avec une légère désapprobation
et lui glisse qu'il aurait dû prévenir de sa venue afin qu'elle nettoie la pièce de réception. Léon lui répond simplement que cette cuisine offre du pain et que cela suffit amplement. Sur la table, tout près d'elle, repose le chapelet de bois. Léon attend patiemment que les 3 femmes quittent la pièce pour engager l'échange. D'un geste mesuré, il touche le grain sombre et lui demande d'où lui vient cet objet. La main de Catherine s'immobilise plusieurs secondes. Elle répond d'abord de manière évasive, d'une amie. Mais lorsque Léon prononce le nom d'Elena Velli, le couteau glisse des doigts de la religieuse et heurte la planche à découper. Le bruit n'est pas violent, mais il modifie instantanément la gravité de la pièce. Elle s'assoit lourdement. Léon lui explique qu'il a retrouvé ce nom et découvert la photographie dans les archives fondatrices. Catherine prend alors le chapelet entre ses mains et confie qu'Elena le lui avait donné la semaine précédant sa disparition. Des années auparavant, toutes deux travaillaient au sein d'un réseau clandestin d'entraide, déplaçant des femmes vulnérables entre des refuges de fortune, des cliniques et des logements temporaires. Leur seul moyen de transport était de vieilles camionnettes délabrées, chargées de couvertures à l'arrière et de numéros d'urgence glissés sous le tableau de bord. Le chapelet s'était un jour brisé net dans la portière du véhicule. Elena en avait ri, affirmant qu'une prière ne perdait rien de sa vérité parce qu'un grain n'était pas semblable aux autres. Le jour de sa mort, à 41 ans, Elena transportait une mère terrorisée avant l'aube. Le véhicule était tombé en panne mécanique au milieu de la route. Elena était restée sur le bas-côté pour garder la camionnette, tandis qu'une autre bénévole évacuait la femme vers un lieu sûr. Quelques instants plus tard, un autre véhicule percutait de plein fouet l'utilitaire immobilisé. Après les funérailles, Alessandro Velli avait juré publiquement que plus jamais un travailleur de l'Église ne serait contraint de choisir entre secourir autrui et voyager en sécurité. Ce serment était partie 2. Le franchissement du seuil ne s'accompagne d'aucun vacarme, mais d'un changement d'air presque imperceptible. Dans les couloirs du secteur administratif, les néons diffusent une lumière crue et régulière, une clarté presque hygiénique qui rassure les visiteurs de passage et flatte les inspecteurs de tutelle. Les classeurs s'alignent avec une rigueur géométrique, les formulaires portent des tampons impeccables et les tableaux récapitulatifs affichent un équilibre méthodique. C'est le monde des chiffres maîtrisés, de la conformité sans faille et des certitudes couchées sur papier vélin. Pourtant, il suffit de franchir la lourde porte battante menant aux coursives intérieures pour que cette façade se fissure. Dès les premiers pas, l'odeur change. Ce n'est plus l'effluve neutre du papier et du désinfectant bon marché, mais un mélange persistant de sueur froide, de rouille humide et d'une poussière grasse qui s'incruste dans les plis des vêtements. La lumière vacille, amoindrie par des grilles de protection crasseuses, projetant des ombres longues et déformées sur les murs dont la peinture s'écaille en lambeaux réguliers. Le contraste n'est pas seulement visuel, il est structurel. Là où les bordereaux attestent d'une rotation fluide et d'un approvisionnement constant, les étagères métalliques de l'entrepôt révèlent un vide accablant. Des casiers béants, des pièces de rechange manquantes, des outils hors d'usage rafistolés à la hâte avec du fil de fer. Les machines fonctionnent avec un râle sourd, maintenues en activité bien au-delà de leur cycle de vie prescrit, dans un équilibre précaire que personne n'ose consigner par écrit. Le premier contact avec les hommes du terrain dissipe toute illusion restante. Le contremaître ne lève même pas les yeux à l'approche de la silhouette venue des bureaux. Ses mains, noircies par des heures de cambouis, essuient machinalement un chiffon usé. Le dialogue s'amorce sans préambule, sec et direct. Lorsque la question des décalages d'inventaire est posée, la réponse fuse, dénuée de toute crainte mais lourde d'une lassitude accumulée depuis des mois. « Vous regardez les colonnes d'un tableau », dit-il d'une voix rauque. « Mais ici nous regardons les câbles qui chauffent et les vannes qui fuient. Vous pouvez bien signer ce que vous voulez, cela n'empêchera pas le métal de céder. » Cette résistance n'a rien d'une révolte ouverte. Elle est plus insidieuse, forgée dans l'incompréhension mutuelle et le mépris silencieux des réalités quotidiennes. Chaque responsable intermédiaire évite soigneusement de formuler une objection claire, préférant le silence ou l'acquiescement formel.
On acquiesce aux directives avec un hochement de tête poli, sachant parfaitement que rien ne sera appliqué sur le terrain parce que les moyens alloués sont tout simplement fictifs. Le mécanisme de défense du système repose sur cette passivité complice. Tant que la forme est respectée, le fond peut s'effondrer sans bruit. Intérieurement, le doute commence à se transformer en certitude glacée. Ce n'est pas une simple erreur de calcul ou un retard logistique ponctuel. Il s'agit d'une architecture délibérée du compromis, où chacun maintient la fiction pour préserver sa propre position, décalant l'inévitable rupture vers le niveau hiérarchique suivant. L'écart entre les bilans officiels et la vulnérabilité tangible des installations n'est plus une anomalie marginale, c'est devenu la règle tacite de fonctionnement. Chaque pas dans cette obscurité poussiéreuse confirme que la structure ne tient plus par sa solidité propre, mais par une inertie aveugle qui menace de céder au moindre choc imprévu. La mémoire enfouie dans le chapelet d'Elena Velli réclame désormais un dénouement sans concession. Dans la cuisine dépouillée de la mission, Sœur Catherine achève de reconstituer la dérive du système. Au fil des promotions d'Alessandro Velli, des menaces reçues et de l'illusion croissante de sa propre indispensabilité, la sécurité s'était muée en symbole de statut, et le statut s'était incarné dans une forteresse roulante de 5 millions de dollars. Cette fois, la religieuse avait sollicité l'aide du fonds pour des réparations d'urgence ou des formations de chauffeurs. Cette fois, ces requêtes avaient été différées au profit de prétendues priorités institutionnelles. Lorsque Catherine déclare ne désirer aucune vengeance, Léon répond qu'il ne cherche pas la vengeance non plus, mais l'éclatement d'une vérité publique et réparatrice. Le pape ordonne la convocation immédiate du conseil d'administration du Fonds Saint-Michel dès le lendemain à 17h. Les instructions sont méthodiques, tranchantes, irrévocables. Le cardinal Velli doit être présent, Sœur Catherine doit y assister et la limousine blindée doit être stationnée en évidence sous l'arche de la cour intérieure sans que quiconque n'ait le droit d'en retirer les armoiries brodées sur le cuir. À l'heure dite, la cour devient le théâtre d'un procès moral d'une précision chirurgicale. Les 6 membres du conseil prennent place aux côtés de Velli et de la religieuse, qui tient fermement son chapelet de bois dans la paume de sa main. Léon n'entame pas la confrontation par des récriminations, mais par le verbe et les pièces à conviction. Déposant sur la table la charte fondatrice rédigée 18 ans plus tôt, il interroge l'Assemblée sur l'identité de ceux que cette institution avait juré de protéger. Face aux arguments de précaution et d'évaluation du risque répétés par Velli, Léon expose la contradiction absolue. 42 000 $ avaient été jugés imprudents pour préserver des vies brisées, tandis que 5 millions avaient été dépensés sans hésitation pour un seul prélat. Le pontife ne conteste pas la réalité des menaces pesant sur le cardinal, mais souligne que cette peur aurait dû aiguiser son empathie pour celle d'autrui, au lieu d'alimenter son propre sanctuaire. Sur un signe de Léon, Catherine ouvre la main et tend le chapelet. Le choc physique est immédiat. En apercevant le grain sombre réparé jadis par Catherine après avoir cédé dans la porte de l'utilitaire, Velli vacille, privé de contenance. Léon place alors sous les yeux des administrateurs la photographie d'Elena aux côtés de la 7e demande de subvention rejetée portant la signature du cardinal. La mécanique d'autopréservation s'effondre d'un coup. Le cardinal confesse à voix basse qu'il avait peur et croyait devoir se préserver pour poursuivre l'œuvre, ce à quoi Léon réplique qu'il en était venu à croire que l'œuvre se résumait à sa propre personne. Léon se dirige vers la limousine. Les armoiries cardinalices brodées sur le cuir sont recouvertes. Des couvertures médicales sont déposées à l'arrière de la limousine et Sœur Catherine accroche le chapelet de bois d'Elena près de la console avant. À 19h précises, le véhicule blindé quitte la cour du Vatican. Le cardinal Alessandro Velli est assis à l'avant, à la place du passager, dépouillé de son autorité cérémonielle. Sœur Catherine est assise à l'arrière. Léon XIV a refusé les faux fuyants administratifs. Un fonds ne peut pas évaluer le risque depuis un bureau capitonné, et c'est dans l'épreuve de la route réelle que la vérité institutionnelle doit s'éprouver. La limousine traverse Rome jusqu'à une clinique située à l'autre bout de la ville. Près d'une entrée latérale, dans la pénombre, une femme de 73 ans attend seule avec une petite valise.
Elle vient de passer 2 nuits à l'hôpital parce que la terreur de rentrer chez elle, sous les menaces, l'emportait sur tout le reste. Lorsque la lourde portière blindée s'ouvre lentement, la femme se fige. Son regard balaie les vitres sombres, le cuir poli et la silhouette de cet homme de pouvoir assis à l'avant. Dans un souffle à peine audible, elle murmure qu'elle ne pourra jamais payer pour un tel transport. Le silence qui s'installe alors dans l'habitacle pèse de tout le poids des 18 années d'égarement du système. Sœur Catherine se décale sur la banquette pour lui faire une place à ses côtés et lui répond avec une douceur absolue qu'elle a déjà payée. Devant l'incompréhension de cette femme démunie, la religieuse désigne le chapelet de bois suspendu au tableau de bord. Des fidèles anonymes, des personnes ordinaires comme elle, ont financé l'Église et ses promesses depuis des générations par des offrandes de 10 ou 20 $. À l'avant, le cardinal Velli baisse la tête. Il n'a plus d'arguments de procédure, plus de seuil d'éligibilité à invoquer. Les masques institutionnels sont tombés. Pour la première fois de son existence, cette limousine de 5 millions de $ transporte la personne exacte pour laquelle le fonds avait été créé. 3 semaines plus tard, la transformation matérielle et morale est consommée. Les boiseries en noyer ont disparu, le compartiment réfrigéré a été démonté et les armoiries de Velli ont été effacées. À leur place se trouvent des tiroirs médicaux, des couvertures épaisses, une petite unité d'oxygène, des fournitures d'urgence et 2 sièges simples pensés pour faciliter l'accès aux personnes âgées ou blessées. La revente des équipements de luxe a permis de financer 2 camionnettes fonctionnelles et la formation de chauffeurs pour la mission. Le cardinal Velli n'a jamais réclamé le retour de la limousine. Il est revenu une fois à la mission, sans escorte ni personnel, passant un après-midi entier à porter de lourds cartons dans une réserve poussiéreuse. Sœur Catherine ne lui a adressé aucun éloge superficiel, se contentant de lui tendre le carton suivant avec une miséricorde sobre et exigeante. Un soir, la voiture blindée s'arrête à nouveau devant un hôpital romain. La portière arrière s'ouvre pour accueillir une femme âgée qui monte prudemment en s'appuyant sur le bras du conducteur. Avant que la porte ne se referme sur la nuit, son regard s'attarde sur le chapelet de bois suspendu à l'avant. Un grain est plus sombre que tous les autres. Il avait été brisé autrefois lors d'une mission d'urgence, puis patiemment réparé. Et désormais, après des années passées à protéger les privilèges et la mauvaise forme d'importance, la mission originelle du fonds avait elle aussi retrouvé son intégrité et sa véritable destination. La réforme ordonnée par Léon XIV s'enracine durablement dans les mécanismes du Vatican, transformant une onde de choc ponctuelle en une règle institutionnelle irréversible. L'audit complet imposé au Fonds de protection Saint-Michel redéfinit entièrement la hiérarchie des dépenses et des priorités. Toutes les demandes de sécurité en attente, autrefois écartées au nom de protocoles abstraits, sont réexaminées avant tout nouvel engagement financier pour les hauts dignitaires. La directive papale interdit définitivement qu'un responsable puisse approuver un équipement de grand luxe pour son propre usage. Écarté de la direction du fonds pendant toute la durée de la révision, le cardinal Alessandro Velli n'a formulé aucune contestation, laissant les faits et les bilans comptables être confrontés à la vocation originelle de la fondation. Au niveau du terrain, là où la vulnérabilité humaine se heurte chaque jour à l'urgence des rues romaines, la réalité matérielle a changé de visage. La mission de sœur Catherine O'Donnell ne dépend plus d'une camionnette blanche délabrée dont la portière tordue menaçait de céder à chaque arrêt et dont le moteur surchauffait sur les trajets d'urgence. Grâce aux fonds dégagés par la revente intégrale des aménagements de luxe de la limousine, les boiseries en noyer ouvragé, le compartiment réfrigéré, les écrans et les finitions sur mesure, 2 camionnettes fiables et ordinaires ont été acquises pour le transport quotidien. En parallèle, des sessions complètes de formation à la sécurité et à la conduite préventive ont été dispensées aux chauffeurs et aux bénévoles qui sillonnent la ville pour secourir les femmes victimes de violences domestiques et de réseaux d'exploitation. Quant à l'ancienne forteresse roulante de 5 millions de $, elle accomplit désormais sans apparat la tâche pour laquelle l'argent des donateurs avait été réuni. Dépouillée de ses insignes de pouvoir et de son faste ostentatoire,
mais conservant son blindage lourd, ses vitrages par balles, ses pneumatiques renforcés et son dispositif de communication d'urgence, elle est devenue une unité de transport médical discret. À l'intérieur, 2 sièges simples facilitent l'accès des personnes âgées, tandis que des tiroirs médicaux, des réserves d'oxygène et des couvertures d'urgence équipent l'espace autrefois réservé aux privilèges d'un seul homme. Le cardinal Velli lui-même, revenu à la mission sans apparat ni secrétaire, a mesuré la réalité du service en portant des cartons de ravitaillement dans une réserve, confronté au travail silencieux que sœur Catherine poursuit sans relâche depuis 4 décennies. À la nuit tombée, lorsque la limousine blindée s'arrête devant une clinique ou une ruelle pour recueillir une passagère fragile qui monte en s'appuyant sur le bras du conducteur, la porte lourde se referme sur un espace d'asile et de dignité. Près de la console avant, suspendue au tableau de bord, repose toujours le vieux chapelet de bois transmis par Elena Velli avant sa mort sur la route 18 ans plus tôt. Ce grain sombre, taillé différemment pour réparer une rupture ancienne, rappelle à chaque kilomètre que la valeur d'une institution ne se mesure pas à la hauteur de ses murailles, ni au prestige de ses représentants, mais à sa fidélité envers ceux qu'elle a le devoir sacré de protéger.